M'entendez sur le chat. Est-ce que c'est tout bon? Bonsoir. Oui, alors, ouais, je fais aussi à la technique et tout. Il y aura quelques problèmes de connexion, je pense. Est-ce que c'est vert là, le monteur? Ouais, il y aura quelques problèmes de connexion seulement, comme un peu ce matin, parce qu'on n'a pas le câble, il n'est pas assez long le câble Ethernet, mais on va faire avec. De toute façon, on la remettra aussi en rediff, où là, ce sera tout parfait parce qu'on enregistre. Stream du Sud. Donc, on va écouter. Au moins, est-ce que au moins vous avez le son? Si vous avez le son, c'est bon. Et il va y avoir quelques coupures pendant le live, c'est pas très grave. Thug Life, à la belge-marocaine. Aujourd'hui, on va parler toute la journée. On a parlé politique. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. On va parler foot. Donc, il n'y a que des personnes sérieuses mais autour. Mais aussi, c'est politique. Oui. on va parler foot avec que des personnes sérieuses autour de la table. Alors, je rassure les personnes sur le chat parce que je sais que sur Twitch, vous n'avez pas vraiment l'habitude du sport. On ne va pas parler que football, mais on va parler aussi de ce qu'il y a autour. Et avec la question que j'ai posée, que j'ai trouvée là il y a 2 minutes, est-ce que le football c'est capitaliste ou décolonial? Voilà. Donc il va falloir trancher. Ce soir on va essayer de trancher sur ça. Pour ça j'ai le plaisir de recevoir, alors je vais les appeler par leur prénom, parce qu'on est entre mecs, c'est dans l'habitude du foot. Tout d'abord monsieur Nordine. Bonsoir, tu peux lui donner le micro Bonsoir Nordine, comment ça va? Ça va bien, oui, ça. Nordine qui est aussi accessoirement l'un des instigateurs et des organisateurs de ce beau week-end du Bandung. Et numéro 2 de l'équipe. Numéro 2 de quoi? Ouais, numéro 2, dans le dos. D'accord. On parle foot, non? Oui, mais de quelle équipe? Ah, de l'organisatrice. Ah, du Bandung du Nord, d'accord. Et tu es aussi membre des Bruxelles Panthers? Ouais, numéro 2. Aussi. Ça te va, numéro 2 dans l'ombre? Ouais. À côté de toi, il se trouve monsieur spécialiste football, monsieur Bafodé. Bonjour Baf. Bonjour. Tu es prêt pour cette émission? Bien sûr, on a préparé l'émission très sérieusement, ouais. Très rigoureusement. Il a appris qu'il était invité il y a 10 minutes. Donc il a fait ses fiches et tout, il a dit il est prêt. Avec lui, on va parler football et panafricanisme. Ah ouais? L'histoire du football dans les mouvements panafricains. Il m'a dit qu'il était spécialiste de ça, donc il va faire toute l'histoire. Pareil que tu as des images d'archives de Sankara qui joue au foot et tout. Bien sûr, en exclusivité avec tous les présidents morts. Par contre, il va falloir se... Hein? Ensuite, à côté, David. Eh oui. Wow, j'ai eu un moment de blanc. David, bonsoir David. Bonsoir. Dont la principale particularité qu'on m'a dit moi, c'est qu'il y aura David. Donc je ne sais pas quoi. Eh ben c'est magnifique. Comment te présenter David? Eh ben voilà, tu l'as fait. D'accord, super. Ensuite à côté, Guillermo. Enchanté. Dont la principale particularité, c'est d'avoir un accent sud-américain. Je peux faire un accent de mon pays si tu veux. C'est quel pays? Argentine. Ah putain, ah ouais. Ah ouh. Donc tu vas venir défendre l'Argentine ou pas? Absolument. Ah, on est deux, voilà. Ah, t'es pour l'Argentine, Nordine? On va aussi poser cette question de pour qui on est. Alors, par contre, si tu parles, faut que tu aies le micro parce que dans le chat, on t'entend pas. Donc tu veux plus parler? Si. Tu es pour la France ou pour l'Argentine demain? Ben, je suis contre la France. Bon, pour l'Argentine. On va parler de ça parce que j'ai aussi vu des messages très racistes des Argentins. Oui. Donc on va voir si c'est pas antiraciste demain de soutenir la France. Ils s'en sortent toujours comme ça. Et ensuite, merci pour les abonnements. Merci beaucoup pour les abonnements, j'ai oublié. Il y a le chat. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de Twitch, mais il y aura le chat qui sera avec nous ce soir. Si vous avez envie de répondre à des réactions et tout, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour les abonnements, les gens. Et ensuite, et d'ailleurs, vous avez la cagnotte là pour le... Vous avez oublié. Vous avez 1h30 pour faire la cagnotte pour qu'on la diffuse pour soutenir le Bandung. Et ensuite, monsieur Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, monsieur... Tu t'en sors avec les caméras, le monteur? Ouais, super. Ensuite, monsieur François. Bonsoir, monsieur François. Bonsoir. Militant antiraciste de Bruxelles. Ouais, entre autres. Et puis sinon... Oui, geek de foot. J'ai un arbitre frère. J'ai un petit frère qui joue au mini-foot.
Et donc le foot, je crois que c'était le foot avant même la militance. Donc D'accord. c'est compliqué. Vrai indigène, vrai indigène. Voilà. Et aussi, il y aura en exclusivité Youssef qui viendra nous faire son analyse de la Coupe du Monde, de comment les équipes ont joué et tout. Je sais pas s'il est là, Youssef, il est parti. Et Youssef, toute la journée, il n'a fait que troller la journée, quoi. Il a fait vraiment le plus insupportable. Il est en train de parler tout seul. Regardez. Vous voyez pas Youssef? On fait une ovation à Youssef quand il rentre. Ouais, Youssef! Merci Youssef. Alors, pour commencer cette discussion, moi je voudrais, il y a une question qui m'intéresse particulièrement vu que maintenant on est en Belgique et qu'on sait que qu'on sait qu'en Belgique il y a une forte immigration, c'est moins qu'on puisse dire marocaine. Donc je voudrais l'avis de Nordi déjà sur le parcours du Maroc extraordinaire, historique dans cette Coupe du Monde. On rappelle le premier pays africain à atteindre la demi-finale, même le premier pays arabe, le premier pays musulman. Non, il y a eu la France, donc deuxième pays musulman à rejoindre la demi-finale. Donc déjà, du point de vue de l'équipe du Maroc, qu'est-ce que tu en penses? Et aussi, par rapport au fait d'être marocain en Belgique, comment ça s'est passé? Donc, et avec la particularité d'avoir un Maroc-Belgique Ouais. dans le même groupe Où vous avez gagné? où on a gagné. Si. Laisse-nous parler foot. Merci. Et donc, comme tu l'as dit, en Belgique, il y a vraiment une forte immigration marocaine, encore plus concentrée ici à Bruxelles. Donc, un match Belgique-France, c'est un équivalent de Belgique-Maroc, c'est un équivalent de France-Algérie. Ouais. Donc, on ne peut pas, en fait, qu'on n'aime pas le foot, on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Et donc, il y a l'ambiguïté déjà, où les masques qui tombent, ou les cœurs qui se déchirent pour certains, entre choisir le Maroc ou choisir la Belgique. Ça, donc, en tant qu'observateur, même autre que de football, c'est assez intéressant. D'ailleurs, à ce propos, donc, moi, le choix, il est fait, c'est clairement le Maroc. C'est n'importe quelle équipe africaine dans sa globalité, mais c'est clairement le Maroc. Mais toutes ces histoires là de t'es pour qui, t'es moitié-moitié, ça m'a vraiment fait penser à, je l'avais écrit, c'est le choix entre son père et sa mère en général. On dit, ouais, t'es pour la France ou l'Algérie? C'est comme choisir entre son père et sa mère, c'est difficile. T'es pour la Belgique ou le Maroc? Mais en fait, pour moi, c'est vraiment pas un choix entre mon père et ma mère. Je disais, pour moi, le choix est vraiment très facile parce qu'on me demande entre choisir mon père et ma mère ou la famille qui m'accueille en Airbnb. Oh. Moi, j'ai vraiment aucun lien à part que voilà, je travaille aussi pour payer ce Airbnb. Mais donc mon choix de cœur, mon choix rationnel, mon choix politique, il est évidemment pour le Maroc. T'as pas été comme Jamel Debbouze à mettre un maillot moitié France, moitié Maroc? Non. Moitié Belgique, moitié Maroc. Et par rapport, comment l'ont fêté les Marocains ici? Et après, je pense qu'aussi sur les réactions qu'il y a eu en Belgique et tout, par rapport, je sais qu'il y avait eu pas mal de réactions. Il y a eu beaucoup de reportages télévisés sur on va dire les rassemblements qu'il y avait eu de Marocains, où on axait sur le fait qu'ils avaient tout cassé. Vous aviez tout cassé? Ouais. Est-ce que vous avez tout cassé? Dans une ville comme Bruxelles, après Bruxelles, comme Paris, encore une fois, est une ville qui accueille, à mon avis, des milliers de manifestations par an, joyeuses, moins joyeuses, et donc ils ont appelé ça des émeutes, mais réellement, en fait, ce qui s'est passé matériellement, c'est qu'il y a eu une voiture partagée, là, comme... on dirait, Poppy, un truc comme ça, Poppy. un truc qui se loue, quoi. Comme nous sommes à antenne, nous ne dirons pas la marque. Ouais. Mais c'est quoi une voiture à louer, là, une voiture à partager. Ah, d'accord. C'est voilà, ça qui a cramé. Ils ont brûlé ça avec 4 trottinettes. Ça va. Bien sûr que ça va. Et 4 Non, bien sûr que ça va. Et 4 trottinettes. Et quand je dis bien sûr que ça va, c'est parce qu'il y a donc dans une ville comme Bruxelles où il y a 100 000 Marocains dans les rues qui fêtent
vraiment 100 000 et pas géographiquement au même endroit. Donc chacun dans son quartier, et donc sont très nombreux les quartiers où vivent les populations marocaines. Donc un petit mini-événement situé dans 2 rues réellement, non, il n'y a vraiment pas eu de débordement. Par contre, en tant que Marocain, c'est pas facile d'être Marocain tous les jours politiquement, notamment, franchement, oui, j'ai pas envie tous les jours de dire je suis Marocain donc c'est ça aussi la beauté ou ce qui est chouette dans la Coupe du Monde, c'est que ça m'a redonné en tout cas la fierté de porter les couleurs nationales du Maroc. Parce que là, de nouveau France-Argentine, c'est pas des États-nations que je soutiens. Les Marocains dans les rues qui fêtent la victoire du Maroc, c'est pas l'État-nation marocain qui enferme des prisonniers politiques par milliers, qui a des relations normalisées avec Israël, qui participe avec Frontex à noyer les migrants en Méditerranée. C'est pas cette fierté-là qu'on porte. Et on a très peu ou jamais l'occasion de pouvoir porter cette fierté. Et bien là, avec une équipe nationale de football qui sort le drapeau palestinien après chaque victoire, qui danse avec ses mamans sur le terrain, qui a en fait fait une unité des Marocains, et plus particulièrement peut-être des Marocains résidant à l'étranger, comme on le dit. Je pense aussi que si les Marocains peuvent prendre le drapeau palestinien, tenir des discours assez critiques vis-à-vis de la politique internationale, notamment du soutien à la Palestine, c'est aussi peut-être parce qu'ils sont franco-marocains, belgo-marocains, hispano-marocains, et donc ils ne seraient pas otages de l'État marocain qui devrait cadrer, je pense réellement que s'il y avait 26 joueurs sur les listes de l'équipe nationale marocaine, qui soient du Maroc, je ne pense pas qu'ils auraient cette liberté de prendre le drapeau marocain. Donc, voilà, merci à cette équipe marocaine d'avoir fait en fait que des frères, des sœurs marocains, qu'on a très rarement l'occasion de pouvoir s'unir autour du Maroc, des couleurs nationales du Maroc, et vraiment avoir cette fierté d'être marocain ici à Bruxelles, c'est hyper important. Donc cette équipe marocaine, elle a vraiment ramené ça, souder les gens de la même communauté, mais que ce soit à Bruxelles, à Paris, à Amsterdam, on est partout. Et donc je pense que le phénomène, c'est un peu vu partout. Ouais, David. Ouais, juste, il y a eu quelque chose d'un peu particulier qui me fait penser avec tout ce que tu as dit. Ce qui est assez intéressant, c'est que les appels au boycott de la Coupe du Monde, qui venaient principalement de gens qui ne connaissent rien en football, en grande majorité, ces appels au boycott n'ont pas anticipé forcément que, ici pour la Belgique, que la Belgique allait se ramasser, ce qui était quand même une grande probabilité, et que 2 autres grandes probabilités, si on avait vu le match RDC-Maroc qui qualifie le Maroc pour la Coupe du Monde, eh bien, on a vu à ce moment-là qu'il y avait déjà un grand enthousiasme et une qualité de jeu qui laissait présager qu'il y aurait des fêtes en Belgique, à Anvers, à Bruxelles et dans d'autres pays. Et ce décalage-là, après, lorsqu'il y a eu les premiers débordements, il y a eu un peu les deux dans le traitement. C'est-à-dire, et en plus, ce qui fait qu'il y a eu peu de soutien, on va dire, comme d'habitude on pourrait dire, mais d'une certaine gauche qui aurait dû condamner les violences policières un peu directement. Il y a aussi ce truc, et en plus, ceux-là, ils n'ont même pas boycotté, vous avez vu comme ils ont fait la fête, et en plus, ils ont battu les Belges, qui se sont retrouvés, donc il y avait beaucoup de... Ils ont fauté 2 fois. 3. C'est laquelle, la troisième? En plus, tu vas, non seulement tu as battu les Belges, tu boycottes pas, et tu te permets plus d'être la première nation africaine à aller dans le dernier carré cette Coupe du Monde, ce moment-ci, avec tout ce qu'il y avait là-dedans. Et ce qui fait que d'ailleurs, pour ce qui concerne l'équipe belge, il a été beaucoup plus facile dans un premier temps de critiquer l'équipe, donc de la ramasser, de leur dire vous êtes des fous furieux parce que vous avez perdu contre le Maroc, sans voir que le Maroc était une équipe du Maroc excellente. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'à un moment donné, qui concernent le foot aussi, et qui font qu'à un moment donné, avoir brûlé une voiture, je sais pas quoi, devient un événement ceci, et puis ça va renforcer les types de violences policières qu'il va y avoir jusqu'au dernier moment. Ils avaient prévu, c'était bien, c'était dit à la chaîne nationale, jamais l'équipe nationale belge s'est fait battre par une équipe africaine. Ah ouais?
Ben là, c'est à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Ils ne pourront D'accord. plus dire ça. Je continue sur ce que j'avais dit, que je n'ai pas dit justement. La particularité aussi, en tant que militant antiraciste, c'est que c'était prévisible. Et comme c'était prévisible, on avait aussi les yeux rivés sur qu'est-ce qui se passerait. Parce que c'était prévisible. Qu'en boycottant la Coupe du Monde, il n'y avait pas de dispositif donc, de fête prévu pour ça. Ben, ce qui était prévisible, c'était qu'il y aurait un dispositif sécuritaire pour les Marocains qui sortiraient faire la fête. Et donc la particularité, comme je l'ai dit, d'une ville où il y a des milliers de manifestations par an, vraiment des milliers de manifestations par an, j'ai un petit peu fait des recherches. Les dernières manifestations, il y a eu les antivax au Bois de la Cambre où ça a été... c'était le feu, les policiers. Oui, c'était assez chaud. Il y a eu les gilets jaunes, ici à Bruxelles aussi, où il y a eu quand même quelques petits trucs. Il y a eu les dockers. Bref, il y a eu beaucoup de manifestations où il y a ce que la presse et les politiques appellent des petits débordements. Là, un cas particulier, c'est que le maire, le bourgmestre de Bruxelles, s'adresse le lendemain en disant « Des crapules et des voyous ont fait une émeute ». Mais de quel droit tu te permets de traiter tes concitoyens de voyous et de crapules ? Je t'ai jamais, ni la presse, ni le bourgmestre, a parlé des antivax comme ces crapules et ces voyous qui ont attaqué la police, bloqué des routes, mis le feu dans des endroits publics, ni sur les dockers, ni sur... Donc il y a cette particularité aussi qu'on voit de traitement racial des supporters marocains ici à Bruxelles, et donc un traitement ultra sécuritaire à des gens qui sortent faire la fête, en fait. Donc c'est très simple de se dire des milliers de gens vont sortir faire la fête, et donc le traitement qu'on va en faire, c'est on va leur mettre des autopompes, des blindés et des milliers de flics pour les encadrer. Alors qu'il aurait été peut-être plus simple de mettre un écran géant, un lieu de fête, encadré. Il n'y avait pas d'écran géant. Il y avait boycott. Ah oui, c'est vrai qu'à Paris, il y a ça aussi. Il y a pas... Aucun dispositif. Donc je pense que les politiques françaises également, ils vont être confrontés à ça. Ouais. En amont de la Coupe du Monde, de dire c'est chez ces Arabes et ils ne respectent pas les droits de l'homme et ils traitent mal les ouvriers, on boycotte ça. Je pense qu'ils ont le retour de boomerang, en fait. Ce qu'ils appellent violence n'est que le retour du boomerang de ne pas avoir préparé en amont un dispositif de fête, ce qui fait qu'ils ont dû instaurer en urgence un dispositif de guerre. Juste pour ajouter un tout petit peu à ce qu'a dit Nordine et pour planter un peu les décors locaux, c'est une tradition ici, en tout cas dans ce quartier-ci, dans les quartiers alentours, que lors des Coupes du Monde ou des championnats d'Europe, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Italiens, bon, les Belges évidemment, etc., mais que chacun sort manifester, sort fêter de manière tout à fait spontanée, etc., spontanée mais prévisible. Donc c'était tout à fait prévisible que cette fois-ci, cette tradition-là continue. Donc c'était d'autant plus évident qu'il allait y avoir ça, et c'est d'autant plus évident la différence des traitements qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que les reportages des joyeux Portugais qui dansent, etc., et les reportages des méchants Marocains sont vraiment caricaturaux. Tu voulais ajouter un point sur le... Non, mais par rapport à ta question de savoir si le foot est décolonial ou capitaliste, mais il y a eu... on a très clairement assisté à une Coupe des mondes plutôt que Coupe du monde. Et d'un point de vue décolonial, pour nous, cette Coupe du monde, en tant que Congolais, ça a commencé avec justement cette unique place à se disputer de représentants africains entre le Congo et le Maroc. Et comme tu l'as dit, on pouvait déjà, il y avait comme un parfum de fête à venir. Donc on ne pouvait pas préjuger du parcours que le Maroc allait faire, mais on sentait bien, par rapport au niveau de jeu, qu'il allait se passer quelque chose, si une de ces deux équipes passait. Alors, pour rappeler pour le public français qui ne connaît pas beaucoup la situation en Belgique, qu'il y a une forte immigration congolaise due au Congo belge dans l'histoire. C'est ça que tu veux dire qu'il y a oui, dans l'esprit de n'importe quel Belge moyen, il y a un gâteau congolais, il y a un Congolais dans le placard
il y a un Congolais dans la banque. Hein, c'est un pays qui s'est fondé sur le Congo, en fait, que ce soit... Enfin, c'est partout, mais sauf que le pays ne le sait pas et n'est pas au courant. Et si on applique ça au foot, ben, y a un peu, dans notre Romelu Lukaku national, notre attaquant, il y a ce syndrome Yannick Noah, quoi. Ouais. Dès qu'il marque, ben, c'est le plus grand des Belges, mais s'il rate une occasion, parce qu'évidemment c'est une grande carcasse de 2 mètres qui court et qui n'a pas de technique, et donc durant toute sa formation, il a été formé à Anderlecht, donc le principal club du pays. On lui a toujours reproché son manque de technique, c'était juste une brute et qu'il n'avait pas d'occasion. Donc quand il marquait, bah, il était belge, et quand il loupait, il était congolais, quoi. Donc il y a eu toujours cette idée-là qui a prévalu. Donc c'est normal, en tout cas, et c'est presque radical, de fêter les victoires de la Belgique avec un maillot congolais, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et mon petit frère, qui est arbitre, un jour, qu'en cadeau d'anniversaire, sachant voilà, mes engagements, il a trouvé tout à fait normal de m'offrir un maillot du Congo, ouais, que j'affiche avec fierté et assez partout, quoi. Mais pour en tout cas compléter cette idée de football, bah à la base, le football, ça reste quand même un outil de classe, puisque c'est des règles que des bourgeois anglais vont donner de jeux, de sport de gentleman à des ouvriers anglais qui ne savent pas s'organiser dans les équipes de production. Donc ça a été aussi quelque chose de... On va vous donner des règles de sport que vous allez appliquer dans vos usines. Mais ce que je trouve de décolonial dans ce sport, c'est comment les équipes du Sud, comment les joueurs noirs qui, par l'esclavage, sont devenus brésiliens, sont devenus africains, sont devenus français, sont devenus belges, ont un peu marronné, ont un peu adapté ces règles, les ont rendus intéressants, ont mis un peu de la danse, de la samba dans la technique individuelle, ont rendu ce sport extrêmement, extrêmement intéressant. Et si je dirais décolonial, pour moi, en tout cas le coach du Maroc, pour moi c'est le premier coach décolonial que je vois de l'histoire du football. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent analyser chacun de ces discours d'après-match, parce que j'ai jamais entendu un... Tu es pas d'accord, Baf? Walid Regragui, c'est ça, Regragui. Et le coach du Sénégal, il n'était pas un peu dans le même genre? Si tu me parles en termes de discours politique, il n'est pas aussi franc que celui du Maroc. Enfin, il ne va pas du tout parler de sujets politiques ou quoi, alors que le coach du Maroc, il va totalement l'assumer. Le côté... différent du jeu occidental, et le côté, on va dire, il a mis l'importance vraiment sur le côté, il n'est pas là pour faire le spectacle, quoi. Il est là pour vraiment remporter des titres, à la différence des autres coachs africains où eux, ils étaient là, voilà, quoi, comme il disait lui-même, ce que les journalistes sportifs européens attendent des équipes africaines, c'est qu'il y a 2-3 joueurs qui fassent des dribbles et voilà, ils repartent à la fin des poules. Qui portent l'équipe. Alors que le coach du Maroc, il a dit non, nous on est là pour remporter des titres. Et justement, il a assumé le côté où lui, il s'est inspiré des coachs européens jusqu'à assumer le côté de blanchir son jeu, le rendre moins spectaculaire, mais pour gagner des titres. Ouais. Et sur ça, il l'a assumé. Pour moi, à la fois, il assume sa blanchité, parce que lui, c'est pas un mec qui est né à Corbeil-Essonnes, qui a passé toute sa vie dans le Nord, mais il assume le côté où il prend les armes du Nord pour les retourner contre eux, tu vois. Donc, pour moi, c'est totalement décolonial. En vrai. Et ça, en fond, c'est très Lumumba. Lumumba, c'est quelqu'un qui... est venu en Europe, dans le Nord, en 1955, en tant que super produit de l'aliénation belge, et qui faisait des tours de toute la ville, et qui était exhibé comme le symbole
la façon avec laquelle, en contexte de guerre d'Algérie, la Belgique contrôlait la décolonisation. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais utiliser ces armes pour retourner. Et je trouve ça, dans le discours de Regragui, d'assumer l'aspect, comme tu dis, pragmatique. Ouais. On n'est pas là pour danser. Pour moi, c'est des choses que j'ai jamais entendues. Parce que donc, dans l'imaginaire des équipes africaines que le public a, merci Roger Mila, mais dans les discours de Regragui, il y a, on n'est plus là pour, après les bubs, danser et montrer, on est là pour gagner. On veut gagner. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, je crois, on ne se rend pas compte de ce qui était placé. Comme dit David, dans cette Coupe du Monde-là, de la honte, celle que normalement il ne fallait pas regarder, puisque évidemment la honte est arabe, la moralité est occidentale, et tout était fait pour qu'on n'apprécie pas. Et là, par la beauté de ce jeu, dont les règles peuvent être comprises et adaptées par n'importe qui, du nord ou du sud, là on voit quelque chose de fond très, 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 très beau. Mais je crois que pour en revenir un petit peu parce que j'ai vu qu'il y a quand même eu, si je parle pour la chapelle du football belge, qui devra assumer à jamais le somme légendaire dont il a été affublé en 2018. On a assisté dans l'équipe à au fond la fin de l'état tampon, puisque Mourad avait parlé c'était quoi la Belgique, un état tampon. Donc ça veut dire qu'en fait la Belgique a une blanchité qui a été collée en gros. Tu peux pas être belge blanc, c'est pas quand même être belge, français blanc ou allemand blanc, ça n'existe pas, c'est un collage. Et on a vu qu'un peu dans notre équipe, ce collage a un peu fondu. Dès lors que... Moi, en fait, je voulais un peu comparer le traitement médiatique de nos deux stars, Eden Hazard et Romelu Lukaku. Comme je vous ai dit, Romelu Lukaku, ça a été le joueur qui a dû travailler, qui a dû montrer qu'en fait, c'est un grand attaquant, c'est pas juste un tout droit. Et tandis qu'Eden Hazard, ça a toujours été le petit gars, beauf, blanc, qui a un talent naturel pour le foot, et qui n'a jamais dû travailler. Et ça a fonctionné à Lille, ça a fonctionné à Chelsea, mais ça n'a pas fonctionné à Real Madrid, le meilleur club du monde. Il assumait le fait de manger des hamburgers, de pas avoir quelque chose de très très pro. Et il a eu tous ceux qui connaissent le foot connaissent la carrière qu'il a quand on le compare à Benzema ou d'autres. Mais dans le traitement médiatique en Belgique, il y a comme une sorte de complot anti-Hazard. En fait, Florentino Pérez et les suiveurs du Real Madrid ne comprennent pas le talent intrinsèque qu'a le pauvre petit Eden Hazard, qui en fait, il n'est pas mis dans les conditions. Alors que je mets le défi de quelqu'un de contredire le fait que si c'est dans le même parcours, Lukaku se retrouve dans ce cas-là et qu'il ose manger ses hamburgers, ne pas faire ses travaux au Real Madrid, le meilleur club du monde, on va voir, le seuil de tolérance jusqu'où ça va aller. D'ailleurs, Lukaku a beaucoup été critiqué là on a rejeté sur lui l'élimination presque avec une action énorme qui avait été. Le poteau, ouais. Et lui, on lui a même, au contraire, justement, on lui a reproché même le fait d'être trop musclé, même carrément trop lourd, alors que ça n'a pas empêché l'année dernière ou il y a 2 ans, sa saison à l'Inter Milan où il finit meilleur buteur. Là, son physique était idéal, grâce à son physique. Mais, tu voulais ajouter un truc, et après j'aurais une question pour vous deux. Tu voulais ajouter un truc? Non, peut-être pas. Avec le micro, s'il te plaît. Pardon. C'est parce que j'ai l'impression que les Français, ils captent pas trop. Je comprends, même les Belges captent pas trop. Bruxelles, 19 communes, etc. Mais avant ça, je voulais réagir. Moi, avec ce que j'ai dit, j'ai vraiment pas dit que les Marocains qui vivent hors du Maroc sont meilleurs que les Marocains du Maroc. J'ai vraiment pas dit ça. À un moment, les Marocains blanchis donneraient des leçons aux Marocains sur place. Le Marocain blanchi que je suis, il donne pas des leçons au Maroc. Je dis juste, je pense, c'est juste je pense que, et c'est lié à Regragui, mais aussi aux joueurs, qu'on a des armes à disposition que les Marocains n'ont pas, malheureusement, en fait.
C'est juste ça. Donc, et penser que les Marocains du Maroc auraient les mêmes libertés que nous, en fait, c'est ne pas connaître le régime politique marocain. Donc je dis vraiment pas que les Marocains expatriés sont mieux que les Marocains locaux. C'est juste que je pense qu'on a d'autres armes et que c'est pour ça que les joueurs ont osé les utiliser. Et ça répond aussi à la question peut-être déjà, et aussi celle de Regraoui, est-ce que le foot est capitaliste ou décolonial ? Je pense que Regraoui a compris que le foot est capitaliste et la Coupe du Monde est capitaliste et la FIFA est capitaliste et on est dans ce système-là qu'on ne va pas, nous, petite nation africaine, représentée par 5, décoloniser. Par contre, dans ce système dans lequel on est, déjà c'est pas mal, on sait qu'on est dans un système capitaliste et le seul objectif, c'est d'écraser les autres et d'être premier. Et donc pour ça, on n'a pas besoin de joueurs... Regraoui aussi, il dit la possession de balle, on n'en a rien à battre, nous. Si on possède la balle pendant 80% du temps et que les autres en ont 20% du temps, mais qu'à la fin on a perdu, ça ne m'intéresse pas. La possession de balle m'intéressera si la FIFA octroie des points à la possession de balle. Génial, ça. Et donc je pense que simplement, c'est de comprendre que pour gagner, il y a un système de jeu qu'il faut mettre en place face à notre équipe. Et moi, je ne pense pas que jouer défensif avec des magnifiques sorties de la défense pour aller marquer, ce soit un système de blanc, en fait. C'est vraiment... Même penser que les systèmes de jeu qu'on a en Occident seraient les meilleurs, je sais pas, d'ailleurs le Japon fait... Dans le micro. Ou penser que parce que tu n'as pas la balle, c'est défensif. Il faut jamais avoir regardé l'Espagne pour dire ça. C'est le football défensif par excellence avec ballon. Oui. Alors, dans le jeu sans ballon. Historiquement, les équipes qui qui mettaient le but, qui misaient tout sur la contre-attaque, c'était les équipes du Sud. Hein. Non, c'était les équipes du Sud. Bien dans le micro. C'était les équipes du Sud qui mettaient le but, c'est tout. Mais c'est derrière. Après, les bons coachs du Sud, ils ont été accaparés par le Nord. C'est les coachs du Sud qui ont adapté cette tactique-là, ce jeu tactique-là, au Nord. Et ensuite, l'équipe de France a repris ça, les autres équipes. Et c'est ce jeu-là qui a triomphé. C'est maintenant que ça revient vers le Sud. Mais sinon, en fait, depuis les années, je ne suis pas un historien du foot, mais je dirais depuis les années 90, ça fait ce va-et-vient entre d'abord jeu contre-attaque dans le Sud, après adapté dans le Nord. Et pendant ce temps-là, dans le Sud, ça a essayé de s'adapter au jeu de possession, et tout ça sans succès au final. Et là, ça revient petit à petit dans le Sud. Mais pour moi, c'est d'abord dans le Sud la contre-attaque. J'avais une question un peu rien à voir, mais juste désolé pour ceux qui ne connaissent pas en taxi. Sur le cas du Maroc, on a vu que ça ne représentait pas une fierté seulement pour le Maroc, mais aussi pour tous les Arabes. Par contre, là, la question que j'aimerais poser, c'est parce qu'on se rappelle des propos qui avaient eu un peu polémique avec Bouffal, non ? Il me semble, Bouffal qui avait dit que c'était pour tous les Marocains, pour tous les Arabes, et qui avait oublié l'Afrique. Et en fait, pour les gens, c'est justement oublier l'Afrique subsaharienne. Est-ce que, vous avez la sensation que l'Afrique subsaharienne se sentait représentée par le Maroc, où les dissensions étaient trop fortes pour qu'il y ait ce... L'Afrique, tu pourras répondre peut-être, toi, je pense, après, pour ta situation en tant que Congolais, peut-être. Mais moi, je veux parler pour l'Afrique subsaharienne, côté Sénégal, Mali, etc., pour des raisons, justement, je pense qu'il y a eu un attachement par la religion. Du coup, nous, on se sentait plutôt représentés par l'équipe du Maroc. Mais je sais que dans la communauté noire, on va dire, plus centrale, Congo, etc., c'était pas forcément le cas. Je sais que... quand ils voyaient quand il y a des Congolais qui voyaient des Sénégalais, des Maliens se réjouir de c'est l'Afrique qui gagne, etc. Ils voyaient un peu ça, ils nous voyaient un petit peu en hypocrite, quoi. En mode, le Maroc, l'Afrique, haha, tu vois. Donc tu peux peut-être répondre, je sais. Bon, faut commencer par le commencement. L'équipe du Congo a été éliminée par le Maroc. Donc à un moment donné, il
il faut, chez nous, on dit, il faut pas faire des quoi de oh non. Enfin, on a été éliminé par le Maroc à la régulière. Donc, on va venir ensuite, oh non, au départ. C'est compliqué. Donc, il y a une partie du public qui ont vu le match, ils ont compris. Et donc, les choses sont passées aussi. Après, par rapport à ce que Boufal a dit, c'est quelque chose qui a été pris. Je vais un peu utiliser le genre de phrase que j'entends beaucoup en visite guidée quand j'ai des colons à l'Africa Museum et que je leur donne l'histoire de la mémoire du colonialisme belge et Congo. Donc, ce que Boufal a dit, c'est une phrase qui est mise hors de son contexte. Ouais. C'est ça le problème. C'est parce que Regragui a dit bien avant que c'est pour une fierté d'abord pour l'Afrique. En plus, il a bien dit, je ne parle pas de politique, c'est d'abord une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté pour le monde arabe. Donc, il l'a dit et redit. Après, on parle d'un Boufal qui il te dit juste ça alors qu'il a en tête, il pense à sa mère avec laquelle il va danser ensemble. Donc, il dit ça, comme ça, là. Et donc, évidemment, ce que je trouvais intéressant dans cette polémique, c'est que ça a permis de voir le niveau de conscience panafricaine, ou pas, d'un certain milieu panafricain, qui se prétend panafricain, dans certains milieux justement indigènes qui ont intériorisé les classifications coloniales, donc, à savoir qu'il vaut mieux tirer contre le typo. Hein, parce que chez moi, là d'où je viens en Congo, quand on dit typo, c'est le mot péjoratif pour dire Undibu, celui qui pointe à cause de typotype, l'esclavagiste qui justement faisait la traite esclavagiste au Congo, qui a existé, et qui était donc dans l'imagerie coloniale belge, la raison pour laquelle le Belge blanc est venu au Congo, pour sauver le Congolais contre l'Arabe, qui ressemblait plus à Nordine qu'à moi. Et on vit dans ça. Et donc, évidemment, en Belgique, il est très commun pour des communautés congolaises de facilement tirer sur l'ambulance du Maghrébin et du Marocain et de mettre une pièce là-dessus, sans en tout cas rentrer dans l'historique qu'il y a en Afrique de l'Ouest par rapport au Maroc. Mais c'est quelque chose qui est assez commun. Et donc, pour moi, cette polémique, ça a juste permis de... Ah ben tiens, voilà, de faire ressortir les discussions, les positionnements qu'il y a d'habitude. Mais évidemment, les choses ont été clairement dites. Moi, sincèrement, de Boufal, ce que je retiens surtout, c'est un Africain qui le premier réflexe qu'il a, il a remporté le match le plus important, il pense à qui? À celle sans qui il n'aurait jamais pu avoir de jambes, sa mère qui a fait tous les ménages chez les Blancs, qui rentrait tard le soir, et qui donnait tout son salaire pour ses chaussures de foot. Et pour moi, ça c'est une valeur. Il n'y a rien de plus africain que cette valeur-là. Pour moi, c'est cette image-là que je retiens, vraiment, et qui pour moi est... Et je suis le foot. J'ai jamais vu quelque chose, en tout cas, ce genre de choses qui est dispensé au monde, quoi. Alors, il peut dire ce qu'il veut s'il considère que c'est peut-être une valeur plus arabe qu'africaine. Moi, ce que j'ai vu là, mes ancêtres m'ont montré que cette photo-là, ouais, cette équipe t'appartient. Tu voulais réagir, Nordine? Oui, sur Boufal, mais je voudrais d'abord, peut-être pas, il y en a qui ne connaissent pas trop. Boufal, on contextualise, c'est un joueur de foot et il est au Qatar dans le cadre d'une Coupe du Monde. C'est pas Mehdi Ben Barka à Bandung. Ouais. Donc voilà. Donc, de cette position-là, Boufal, il a tout à fait le droit de dire c'est une fierté pour les musulmans du monde entier. C'est une fierté pour que les Marocains. C'est son droit. C'est une fierté pour les Arabes. C'est une fierté pour l'Afrique du Nord. Il aurait le droit de dire ça, en fait, le gars. Je fais la différence avec, comme dit François, les frères et les sœurs qui se disent panafricains ou de l'antiracisme et qui se réjouissent ou peuvent dire l'équipe de France, j'ai vu ça, l'équipe de France représente plus l'Afrique que le Maroc. Mais
C'est vrai que c'était des débats. Et franchement, globalement aussi, notre défaut peut-être, c'est de grossir des choses qui n'existent pas en fait. Globalement, les peuples en Afrique, que ce soit au Maroc, on connaît les rivalités Maroc-Algérie, il y a des centaines de vidéos de micro-trottoirs. Alors, vous êtes pour qui pour la Coupe du Monde? Les gens disent pour le Brésil. Oui, mais si c'est le Maroc, non, t'es fou, quoi. Tu vois, la question se pose même pas. On soutient le Maroc, mais je pense qu'au Sénégal, globalement, les gens soutiennent le Maroc. Au Congo, globalement, c'est plus que ce contexte de la Coupe du Monde. D'habitude, les Africains soutiennent les nations africaines à la Coupe du Monde parce qu'elles sont minoritaires. Et je ne vois pas pourquoi, dans ce contexte-là, cette année-ci, les choses auraient changé, à part, franchement, des petites broutilles. Et d'ailleurs, Boufal, que je dis qu'il aurait le droit de dire que fierté islamique ou que fierté arabe, en gros... Il parle plusieurs fois, mais tous les joueurs parlent que c'est pour l'Afrique, s'ils disent que c'est pour les banlieues et pour les Marocains qui sont éparpillés à travers le monde, évidemment qu'ils pensent à tous leurs frères africains. Une phrase mise en dehors du contexte et pour justement mettre la machine aux dissensions qui sont là et qui doivent être discutées entre nous, d'indigènes, mais pas sous la houlette, encore une fois, d'un média qui, même pas quelques jours avant, disait... en tout cas, faisait le compte de la façon avec laquelle le Qatar a géré contre cette Coupe du Monde. Donc, c'est ces mêmes médias qui viennent nous dire si Boufal est un vrai Africain, un vrai patriote. Et effectivement, là, il y a un internaute qui dit que, à son niveau, Boufal, il a dû rétropédaler, en fait. Et moi, ça m'aurait posé aucun problème qu'ils disent ce que le frère Nordine vient de dire. Oui, il a le droit de dire que c'est d'abord pour le Maroc. J'aime autant dire que moi, si mon équipe de cœur, le Congo, aurait mieux géré les 2 matchs, j'aurais été le premier à dire c'est d'abord une victoire pour les Congolais. J'aurais fait ça comme ça. J'aurais fait ça comme ça, rien à foutre. C'était une pour les Congolais, voilà. Et j'aurais fait comme en 74, en 74. Où là, évidemment, le foot ça a été aussi politisé au Congo, Zaïre. C'était la première équipe africaine à tout simplement participer à une Coupe du Monde. À cette époque-là, on s'appelait le Zaïre. C'était le moment où Mobutu faisait un dictateur qui... oui, c'est un dictateur. Je viens des quartiers populaires, je suis congolais. Moi, Mobutu, c'est un dictateur. Il avait utilisé le foot pour justement faire un peu du soft power, pour montrer un seul parti, un seul truc, et en même temps organiser c'était l'année où il y a eu le combat du siècle. Donc il y a eu tout eu. C'était vraiment une année spéciale pour le Zaïre, même si on s'est fait dérouiller. Je crois qu'on a eu le plus haut score de l'histoire, un 12-0 contre la Yougoslavie ou un truc de fou. Mais c'est pas grave, on était fiers. Et j'aime autant dire qu'en 74, on ne disait pas... oui, l'Afrique. Non, le Zaïre. Les Zaïre est présent, ça a chanté, ça a youlélé. Et je crois que c'est ça, ce droit que donne ce sport collectif, dont les règles ont été établies par des bourgeois anglais. Mais que ce sport ne nous appartient plus. Maintenant, c'est au monde. Et pour revenir à la tactique. Après David, parce que... et je laisse un peu David. Le pragmatisme. Parce que le foot, c'est quelque part une... pacification de la guerre. C'est des guerres de position qui sont mises à l'un à l'autre. Donc l'échec, les jeux d'échecs, comme tu le sais, le jeu d'échecs ne viennent pas d'Occident, quoi. David, tu voulais réagir? Waouh. Ouais, oui, sur la tactique, d'abord, tout simplement, pour la question de classe, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est en effet plutôt les équipes anglaises, bourgeoises, qui voulaient jouer l'attaque à tout prix, et c'est l'Écosse qui jouait plutôt la défense organisée dans un premier temps, et puis il y a eu des passages de l'un à l'autre, et d'ailleurs, jeu défensif ne veut pas dire jeu non technique, etc., etc., il faut quand même rentrer dans des choses, à mon avis. Mais bon, soit. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je voulais dire l'autre affaire, c'était sur cette question de type d'équipe et de fédération. Il y a quelque chose quand même d'intéressant dans l'étude des fédérations de football et de leur organisation. C'est-à-dire que moi, pour rire, je me dis parfois en tant que Belge,
c'est très très bien. On va finir par avoir en Belgique Zidane comme coach, avec l'acharnement avec lequel met la FFF de ne lui donner absolument aucun rôle au sein de la FFF. Après, donc, lui, il me semble qu'il veut quand même... Zidane, s'il vient, c'est l'équipe de France entraîneur. Bien sûr, il fait ce qu'il veut. Il fait absolument ce qu'il veut. Oui, non, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que la FFF, la Fédération française de football, mette autant de temps à parler à des gens, à intégrer des gens comme De Sailly, à proposer des postes à des gens comme Zidane, etc. Donc ça, c'est quelque chose de particulier quand on parle de ces questions-là. Et c'est la même chose, ça a été un peu la même chose, on pourrait le dire, en Belgique, dans la formation, etc. Donc il faut parler de cet ensemble de choses. Et je pense que sur la question Maroc, Sénégal, etc., c'est aussi une question un peu de souveraineté qui se pose à un moment donné et pas uniquement une question de qui joue, etc. Donc et de type d'organisation. Il faut quand même le vouloir. On vient quand même à la FFF d'une histoire, d'histoire avec Laurent Blanc, qu'est-ce qu'il avait dit à quelques moments, etc. On oublie ces choses très vite parfois. Non, bien sûr, mais après ce que j'ai envie de dire, c'est sur le cas de le cas Zinedine Zidane, s'il viendrait, il me semble que ce serait pour entraîneur. D'accord. Le fait que la FFF, les résultats sont là. Les résultats sont là. L'entraîneur en place, 2 Coupes du Monde d'affilée, une Coupe du Monde, 2 finales d'affilée, une Coupe du Monde gagnée. Moi, je suis d'accord qu'il y a des problèmes au sein de la FFF, mais pour moi, ce serait forcé de dire que Zidane est une illustration. Non, je dis juste que ça va finir par être assez. Il y a d'autres postes que le poste de coach qui peuvent exister. Ils visent ce qu'ils visent, mais ils savent être créatifs au niveau institutionnel quand il faut être créatif. Et là, il se fait que pour le moment, ça passe, y compris quand c'était des moments un petit peu plus difficiles pour l'équipe de France. Tu voulais réagir, Mohamed? Je voulais réagir pour préciser à mon frère François que le Maroc était au Mexique en 70. Oh. Le quoi? C'est le Maroc avant le Congo. Ah, d'accord. C'était le premier pays africain. C'est le Maroc. À la Coupe du Monde en 70. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul pays africain qualifié. Donc c'est le deuxième. Moi, je voulais revenir aussi sur le cas qui illustre assez bien la fracture entre le Nord et le Sud. C'est la question du boycott. Et on a un peu l'impression que, déjà, c'est étonnant en France comment le boycott a été complètement éteint par le fait que la France est en finale. Donc les gens maintenant, tout le monde, plus personne ne boycotte, tout le monde a envie de regarder le match et tout, de la finale. Et aussi j'ai l'impression c'est là qu'on voit un peu la fracture, dans le sens où dans le Sud il n'y a pas du tout ce discours-là, mais même chez les indigènes, je ne sais pas si j'ai vu un indigène qui s'intéresse au foot dire je vais boycotter. Donc je voulais savoir s'il y avait un peu, est-ce que vous voyez un peu la même fracture en Belgique, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette question de boycott, notamment toi Guillermo, et est-ce qu'en Argentine il y a eu ces débats-là, ou je sais, moi j'ai l'impression que je te mets spécialiste de l'Argentine. Hein. Écoute, voilà. Bon, ici et maintenant c'est peut-être le cas. Écoute, oui. Non, par rapport au boycott, je ne sais pas s'il y a eu énormément de débats en Argentine, peut-être moins qu'ailleurs. Moi, peut-être là où je voudrais réagir, c'est sur cette histoire des boycotts, parce que j'ai l'impression que ça nous a mis dans une position bien merdique, alors que, parce que c'était tout d'un coup soit accepter n'importe quoi, soit se mettre des côtés des États qui faisaient la morale, alors qu'ils n'avaient aucune légitimité pour faire la morale à qui que ce soit. Moi, ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs, si on parle des Coupes du Monde en Argentine, c'est peut-être la première expérience et la plus douloureuse, qui est celle de 78, où pour le coup, pour résumer l'histoire, la Coupe du Monde avait été attribuée avant, mais il y a une dictature qui s'est mise en place en 76, qui est une dictature extrêmement cinglante, d'une violence inouïe par rapport à l'Argentine. Et à ce moment-là, il n'y a pas de boycott des États. Et non seulement il n'y a pas de boycott des États, mais de fait, cette Coupe du Monde va sauver la peau de la dictature. Il faut être très clair. En 1978, il y avait des grèves générales en Argentine. La dictature était au bord de tomber. Et c'est la Coupe du Monde, d'ailleurs une Coupe du Monde achetée avec la complicité de tout le monde, etc., qui a permis à cette dictature de continuer. Donc je pense qu'il faut aussi voir que réellement les Coupes du Monde ont une puissance dans ce sens-là qu'il ne faut pas laisser de côté.
Et ce qui me semble intéressant là par rapport à la question boycott, pas boycott, c'est qu'à l'époque, s'il y avait eu, non pas de boycott, parce que les États, ils avaient absolument soutenu tous les États, mais par contre, il y avait eu des camarades du monde entier qui avaient manifesté une solidarité avec la lutte en Argentine. Et que ça, c'était autre chose. Et que ça avait servi. Ça avait servi, par exemple, lorsque des joueurs néerlandais sont allés voir les mères des disparus, ce qui a fait tout simplement que les télés sont allés voir et que du coup, il y a eu une publicité sur le fait qu'il y avait des gens disparus en Argentine. Ça a servi comme des camarades en France ont allé jusqu'à faire une espèce de blague, tentative d'enlèvement de l'entraîneur français à l'époque, etc. Mais cette solidarité-là, qui n'est pas les boycotts d'un État, c'est la solidarité des camarades avec d'autres camarades qui étaient dans des situations des répressions sauvages, etc. À l'époque, en Argentine, il y a eu 30 000 morts, 30 000 disparus, donc beaucoup plus de morts encore. Donc, la question du boycott, je trouve qu'elle est tellement merdique que non seulement elle n'a servi à rien, non seulement elle n'a servi qu'à blanchir l'Occident, alors qu'ils étaient 1000 fois plus coupables sur l'attribution de cette Coupe du Monde, mais en plus, elle a coupé l'herbe sur les pieds à la vraie solidarité internationale qui aurait pu s'exprimer avec des travailleurs qui, effectivement, ont été traités comme des esclaves au Qatar et avec qui il n'y a aucune raison de ne pas avoir toute la solidarité du monde. Ouais, tu veux dire que, bizarrement, ils se sont réveillés politiquement juste avec... Moi, j'ai l'impression que c'est avec le cas du Qatar, quand on voit un peu l'exemple de la précédente Coupe du Monde, qui était en Russie, quand on voit maintenant comment la Russie a été traitée, qu'en 4 ans, je ne pense pas qu'on est passé... d'une démocratie à peu près acceptable à une dictature. Et là, maintenant, le cas du Qatar, quand bien même on peut faire toutes les critiques qu'il y a sur le Qatar, on a l'impression qu'en plus, et en plus, moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que c'est le Qatar qui va centraliser les critiques, alors qu'il y aurait des critiques à faire même sur la FIFA. Genre l'organisation de la FIFA, et même la responsabilisation aussi de tous les téléspectateurs, alors même que tu as les entreprises privées qui y vont, tout le monde fait de la pub, toutes les grandes marques peuvent sponsoriser et tout, aucun problème. Mais quand même, on va dire aux gens de ne pas regarder. Mohamed ? Oui, préciser, les stades ont été construits par des sociétés occidentales. Françaises. Ah ouais, c'est français ? Belges. Ah ouais, B6, aussi belges. Oui. B6 qui construisait déjà des bunkers pour Saddam Hussein à l'époque. Je savais pas pas mal de stades. Sachant Donc, les travailleurs qui sont morts sont employés pas par le Qatar, ils sont employés pour la plupart par des grosses boîtes de BTP occidentales. Et ça, on ne le précise pas évidemment quand on appelle au boycott. Il y a des articles sur SoFoot qui parlent de ça avec un titre évocateur, le boycott laisse béton. Parce que justement, il y a ces noms-là qui sont... Mais on ne parle pas de ça. On parle pas de ça, de toutes ces entreprises européennes qui se sont fait de l'argent sur le dos de ces prolétaires du Qatar. Et c'est bien ce que tu viens de dire, parce que tu viens de retendre. En fait, cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde du regard blanc qui découvre l'hypocrisie de cette FIFA, soft power des différents États membres de cette Coupe du Monde. J'ai évoqué en quoi la Coupe du Monde 74 a été un soft power pour le Zaïre, pour sa politique de parti unique et de fierté noire en contexte de guerre, de combat du siècle entre Mohamed Rajou contre Georges Fomin. Tout ça, c'est la même année. Tu viens d'évoquer ce que ça rapportait à l'Argentine, cette Coupe du Monde. Et là, tout d'un coup, parce qu'un pays du Sud, malheureusement, pour d'abord son propre peuple et les peuples qui l'exploitent, réutilise ce filon du soft power qui... tout le monde sait ce qui se passe au PSG. Et là, tout d'un coup, il y a une découverte de ce à quoi sert vraiment le foot aujourd'hui, quoi. Et je trouve que c'était assez concernant de naïveté, quoi. Il y a quelque chose de très naïf qui s'est mis en place. Et presque, je vous invite à analyser les discours d'Infantino, parce que je crois que ce serait assez intéressant à comparer, puisqu'il avait presque des dialogues à dire que je suis blanc, j'ai été... Il se situait, il situait sa blancheur. Je me sens arabe,
gay, travailleur migrant. Qui avait dit ça? Il est allé jusqu'à... président de la FIFA. Ah ouais? Il a fait l'intersectionnel et tout. Dans ses discours, jusqu'à adopter des positionnements intersectionnels qui seraient justement intéressants à analyser d'un point de vue décolonial, parce que jusqu'à quel point il instrumentalise ça pour sauvegarder son institution, et jusqu'à quel point justement ça a justement été compris de façon totalement lunaire par les médias occidentaux, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Enfin, comment il peut se permettre de se positionner comme ça, sachant que il en profite, il donne les mallettes, etc. Mais c'est lui qui avait fait le discours pseudo-décolonial aussi. Quand il a dit quasiment. Ouais. Si, c'est lui. C'est ça qu'il avait ouais. dit, en fait, c'est l'Occident qui juge le Qatar. Oui, voilà, exactement. Alors que ça fait 3000 ans que l'Occident fait du mal à travers toute la planète, on devrait d'abord s'excuser pendant 3000 ans avant de commencer à faire des commentaires aux autres. Donc, c'est un autre aspect du boycott qui a été appelé, que j'ai lu en tout cas, c'est qu'on appelait les joueurs à boycotter la Coupe du Monde. Pour que ça ait un vrai impact, etc. Il y a eu l'Allemagne. L'Allemagne qui avait fait un geste extrêmement courageux. Juste avant mais ils sont sortis très rapidement, ils l'ont boycotté. Oui, ils sont partis au bout de leur geste. Voilà, ils ont très vite quitté la Coupe du Monde. Sur cet aspect-là, en 78, il y a un très grand joueur, sans doute le plus grand encore à l'époque, Johan Cruyff, qui a boycotté la Coupe du Monde, qui n'est pas allé jouer la Coupe du Monde en Argentine. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet. C'était une autre époque, la couverture télé était différente, il n'y avait pas les médias sociaux, etc. Mais c'était sans doute le plus grand joueur encore à l'époque. Non, mais c'est dit, il n'est pas venu. À l'époque, l'équipe des Pays-Bas, effectivement, Cruyff a boycotté. Mais il y a d'autres joueurs des Pays-Bas qui sont allés, tu vois, il y avait les maires de la place des Mai, ils sont allés manifester avec elle en pleine dictature. Et franchement... Et les mêmes qui ont appelé au boycott ici... plus politisés qu'aujourd'hui. Les mecs qui ont appelé aussi au boycott ici, en France et tout, quand nous, les décoloniaux, on appelait au boycott de la finale du trophée des champions en Israël, eux ils étaient pas là. Même s'ils avaient été là, peut-être ça n'aurait rien changé, mais ça rajoute un côté hypocrite et un côté inaudible pour les indigènes ou pour le Sud. Donc, c'est ça, ils comprennent pas pourquoi là ils doivent boycotter, alors que Israël d'ailleurs on ne sait pas pourquoi. Ça fait deux fois que le trophée... Quand on dit faut boycotter les matchs en Israël, eux ils écoutent pas, et eux quand ils nous disent faut qu'on boycotte la Coupe du Monde au Qatar, et on est censé écouter. Donc ça va pas dans ce sens-là, quoi. D'ailleurs, peut-être, ce qu'on pourrait faire, c'est pour donner un coup de main à tes collègues de la presse mainstream, leur signaler que la prochaine Coupe du Monde, elle se joue sur 3 pays, sur le Mexique, les États-Unis et le Canada. Or ici, c'était très grave parce que d'un point de vue écologique, c'était terrible que les gens ils aillent du Qatar à Doha, qu'il y ait beaucoup de vols. Là, les équipes vont jouer entre 3 pays. Ça veut dire qu'il y a des supporters qui vont se balader entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais visiblement, ils vont peut-être produire des avions éoliens, je ne sais pas. Je suis désolé, je rigole pour le moteur qui est en train de galérer pour le truc. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'était tout. Les deux marches. Voilà. Oui, on va pas tarder parce que je vous avoue que moi aussi je suis très fatigué après cette journée. J'aimerais déjà, est-ce que Mohamed pas trop déçu de la défaite, quand même 4e place? Non, pas déçu du tout. Enfin, oui, la défaite n'est jamais agréable, mais la défaite la plus embêtante, c'était celle contre la France. Celle d'aujourd'hui, c'était le match de consolation. Ça reste la plus grande performance africaine, arabe, etc., dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis surtout, je suis très heureux du bonheur, de la fierté collective que ces résultats nous ont apporté, de l'union que ça a créée, même si elle était peut-être en partie fictive et qu'elle n'était pas totale. Mais on a fait la fête avec les Tunisiens, avec les Algériens, avec les Sénégalais, avec d'autres Africains. C'est le résultat global de l'équipe du Maroc dans cette Coupe du Monde est largement positif, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi c'était pour revenir sur Regragui. Regragui. Regragui, je crois. On dit Regragui. C'est Regragui, non? J'ai une critique moi à faire sur Regragui. C'est pas footballistique. D'accord, tu la fais pas. En tout cas, l'équipe du Maroc elle nous a offert à nous, à nous indigènes du Nord, je pense une voie de sortie, un salut possible, parce que par exemple le coach, son surnom c'est l'avocat, et
Et de base, on lui avait donné ce surnom-là pour marquer justement son côté blanchi et tout. Et lui, justement, il a embrassé son côté blanchi, il en a fait quelque chose de positif. Et les joueurs aussi ont compris sa philosophie. Donc, je pense que c'est une voie de sortie aussi pour les indigènes du Nord. Voilà, ne pas se renfermer sur soi-même et être je suis pas un vrai indigène parce que je suis un peu blanchi ou quoi. Voilà, c'est un jeu sans complexe et un discours sans complexe qu'ils nous ont offert. Donc, bravo, merci. Non, moi, sur la gestion de l'équipe, sur ce qu'il a réussi à faire en reprenant l'équipe il y a 3 mois ou 4 mois, c'est exceptionnel. Sur son rôle de coach. Et justement, je pense qu'il aurait dû se limiter à son rôle de coach de football de l'équipe marocaine. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est qu'il a accepté de répondre à une question sur les événements et les débordements à Bruxelles après le match contre la Belgique. En reprenant les mêmes commentaires que tous ceux qui disaient ils nous foutent la honte d'être marocains, ils foutent la honte à la communauté marocaine, ils ne devraient pas faire ça. Il a juste répété le discours dominant. Et là, je pense qu'il aurait dû s'abstenir et dire moi, je suis entraîneur de foot. Je ne m'occupe pas de ces questions-là et sûrement pas pendant la Coupe du Monde. Et j'aurais une dernière question pour clore cette discussion entre nous. C'est le match de demain qui arrive, France-Argentine. En tant que... Si on devait supporter une équipe selon ses motivations politiques, décoloniales et tout, quel choix vous feriez? Moi, j'ai une question pour l'Argentin autour. Si je suis désolé, je vais poser une question. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions un peu complotistes? Tu veux parler des nazis? Voilà. Est-ce que c'est un vrai bail? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que Léo Messi c'est un fils, c'est une invention des nazis? Est-ce que Messi est un fils de nazi? C'est ça? Non mais il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé là ces derniers temps sur internet sur les chants un peu racistes des supporters argentins sur l'équipe de France. C'est quoi le rapport du peuple argentin avec les mais moi j'ai souvent entendu, pour ajouter à toi, et ça va être ma question, c'est voir si c'est vrai, mais j'ai souvent entendu que en gros l'Argentine c'est un peu le pays blanc d'Amérique du Sud. Le pays le plus blanc d'Amérique du Sud. Parce qu'il y avait Carlos Tevez. C'est les clichés, Guillermo. Il y avait Carlos Tevez. Tu vas devoir défendre les nazis. Non, je ne défends pas les nazis qu'ils crèvent. Le plus blanchi d'Amérique du Sud. Le plus blanchi, oui, c'est ça que je veux dire. Le plus blanc, le plus blanchi. Il s'est débarrassé de ses noirs. Bon, alors, pour les chants, écoute, je n'ai pas été regardé, mais je pense que c'est très probable qu'il y ait des connards racistes. Oui. Je pense que c'est l'explication la plus simple à faire. Et après, il y a un truc qui a beaucoup été discuté en Argentine, mais je ne sais pas à quel point, c'est que, en fait, vu de l'Argentine, ils ont l'impression que ce soit l'équipe de France ou la Suisse ou la Belgique, etc., qu'en fait, qu'ils ont allé prendre des joueurs africains qui normalement devraient jouer pour l'Afrique. C'est-à-dire que, par exemple, ils étaient complètement scandalisés que ce soit un Camerounais qui marque contre le Cameroun en jouant pour la Suisse. Et ça, c'est un truc qui était incompréhensible, mais vu de l'Argentine, dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui sont binationaux, mais ce serait inimaginable qu'un joueur binational joue pour une autre équipe. Donc pour beaucoup d'autres trucs qui sont capables d'accepter n'importe quoi, mais pour le foot, il y a une espèce de fierté. Pas possible. Après, pour le fait que ce soit un pays plus blanc, il faudrait faire toute l'histoire de l'Argentine. Il y a déjà une explication de base qui est qu'à l'époque de la colonisation, l'Argentine n'était pas un pays des plantations. C'est très au sud d'Argentine. Donc les plantations, c'était au Brésil, c'était dans les Caraïbes, c'était aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'esclaves, mais il y a beaucoup d'esclaves relativement à la population du coin, qui est faible. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, par exemple, vers 1800, il y a environ 30 ou 40% des Noirs à Buenos Aires, mais sur une population de 50 000 habitants. Donc c'est une petite ville à l'époque. L'explication majeure, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de Noirs, c'est qu'il y a énormément de métissage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des origines noires, et c'est un peu ça qui est la question, enfin une des questions décoloniales qu'il y a aujourd'hui en Argentine, qui est aller voir que les blanchissements est beaucoup dans les discours, mais qu'il y a énormément de gens qui ont des ancêtres qui sont noirs. Donc par exemple maintenant il y a un énorme travail sur les photos. Et sur les photos, c'est plus facile à voir la tête des gens, comme c'est. Donc il y a effectivement il y a une immigration blanche, c'est rapide, hein, parce que c'est quand même la Méditerranée, c'est beaucoup l'Empire ottoman, donc la Syrie, etc.
c'est le sud de l'Italie, mais qui a énormément de métissage. Donc des fêtes, des gens qui ont la peau... Alors dans le micro, par contre, parce que tu l'as éloigné. Pardon. Des fêtes des gens qui ont la peau noire en Argentine, c'est relativement rare. Maintenant, il y en a un peu parce qu'il y a une immigration sénégalaise, par exemple, plus récente, etc. Mais par rapport à la Colombie, au Brésil, aux Caraïbes, aux États-Unis, etc., enfin aux États-Unis, les pays aient des fêtes moins noires. Mais je pense que la question décoloniale se poserait plus dans le sens d'aller voir que, contrairement à ce qu'ils racontent, ce n'est pas du tout un pays européen qui a un fantasme, qui a un discours. Ils se mentent à eux-mêmes. Il y a un discours qui a été construit, c'est-à-dire qu'à partir du 19e siècle, on a construit un discours d'éliminer tout le monde, de ramener des immigrés européens. Mais la réalité, c'est que ce pays-là, il a été inventé, il n'a jamais existé. Les immigrés qui sont arrivés, d'une part, assez vite, n'étaient pas du tout ce qu'ils cherchaient. Et par ailleurs, il y a énormément des peuples amérindiens. Et par ailleurs, il y avait effectivement des descendants d'esclaves assez nombreux. Et donc, ce qu'il y a, c'est un mélange de tout ça. Et ce serait intéressant de pouvoir revendiquer qu'effectivement, oui, ce n'est pas un pays blanc. Et si tu veux, une des choses qui est sympathique avec la sélection aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de cette revendication-là, très vague, mais des faits, notamment le fait que Messi devienne un peu plus, qu'il ait un peu plus de bagou, que les types ils soient un peu tatoués de partout, etc., qui soient un peu basanés même par rapport à l'Argentine. Les journaux des droites, des journaux comme La Nation, qui c'est un peu l'équivalent du Figaro, trucs comme ça, ils sont outrés par cette équipe-là. Ils ne l'aiment pas. Ils trouvent que c'est une équipe vulgaire, que c'est une équipe des mecs des banlieues, que c'est une équipe... que c'est une équipe qui écoute plus de la cumbia que de la musique rock ou moderne ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense que c'est important de regarder par rapport au contexte. De relativiser. Pas faire la connerie que font les Blancs, de chercher un décolonial beaucoup trop vite. Donc, ce n'est pas un pays de nazis. Non, écoute, franchement, moi, ma famille, fuyait les nazis, on a été accueillis et on est vivant grâce au fait que l'Argentine nous a très bien accueillis. Et pour terminer sur cette question aussi, pourquoi j'insiste sur le savoir en tant qu'antiraciste, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte quand on est en France, en mode, on voit la France comme un pays raciste, mais comme beaucoup de monde, mais surtout dans le Nord à l'étranger, comment il y a une critique sur l'équipe de France, en mode, l'équipe de France, en fait, c'est que des Noirs. En vrai, et donc c'est un vrai truc, je veux dire, par rapport à la représentation. Mais même, on le voit aussi les fachos aujourd'hui. Je pense que les fachos en France, ils seraient davantage pour l'Argentine que pour l'équipe de France qui est trop noire pour elle. Donc c'est vrai que, voilà, je sais pas, on va faire chacun son tour et on va arrêter là. Non, j'aurais une autre question plutôt qui complète la chaîne. C'est en mode, au lieu, quand par exemple on entend les chants racistes, etc., qui pointent le fait qu'il y ait beaucoup de genres d'origine africaine dans l'équipe de France, au lieu d'être là en mode lever le bouclier, ah non, c'est pas des Africains, c'est des Français ou quoi. Non, faudrait peut-être assumer le côté africain ouais. C'est pas grave. Et alors et alors Mouhad, je sais pas si tu as un avis. Pas vraiment de commentaire politique à faire en tant qu'antiraciste. Honnêtement, je sais pas je suis pour aucune des deux équipes. Et maintenant que le Maroc est sorti, peut-être que je vais répondre à l'appel au boycott. Et tu vas boycotter là. Nordine, je sais pas si tu as... C'est un vrai Belge, moi. Non, pour moi, le match de demain, c'est comme un match amical, donc ça m'intéresse pas trop. Et les Belges, c'est un peu... Ils ont pas mangé. Mais par rapport à l'équipe de France... Youssef, tu fais... Par rapport à l'équipe de France, sans lui donner une touche politique, évidemment, les joueurs de France je m'identifie comme mes frères et mes soeurs, mes frangins là qui jouent, et que, encore, comme je le dis, c'est pas le Maroc État-nation qu'on soutient, mais en fait, pour la France, c'est pareil, mais il représente plus la France raciste islamophobe
que mes frères sur le terrain, en fait. D'accord. Donc, j'ai dur à l'associer à une équipe antiraciste. Ah, je parlais pas d'une équipe antiraciste, par contre. Non, ou même que de la soutenir, frère, que ce soit un acte antiraciste. Et ça me permet de rebondir sur le courage des joueurs marocains qui sortent le drapeau palestinien, parce que c'est quand même un courage. C'est pas genre juste naturel, on sort le drapeau marocain. On est, comme on l'a dit, dans un contexte capitaliste, FIFA. Donc c'est quand même une sorte de courage. À mes frères de l'équipe de France ou de l'équipe belge, je pourrais déplorer une certaine forme de courage sur les crimes racistes, islamophobes, négrophobes, les politiques. Mais après, c'est du foot, c'est des footballeurs, et ils ne sont pas à Bandung ou à... bien sûr. Qu'ils fassent leur taf. François, pour terminer. Le problème, c'est que le foot, c'est qu'il faut regarder toujours avec plusieurs lunettes. Et c'est souvent les lunettes nationales, et puis raciales, et puis de classe, etc. Donc évidemment, puisque dans ma tête, il y a écrit SUM. Donc c'est comme ça, depuis le 2018. Quand on voit le traitement des médias français de l'équipe belge, on dirait qu'en fait, on est juste une équipe qui râle. Enfin, depuis ce but 1-0, en fait, la plupart de nos joueurs sont toujours traumatisés et ne vivent que par ça. Et donc, je dirais que, évidemment, que je ne peux pas soutenir la France si je suis de ce point de vue-là, mais ma casquette de quelqu'un qui a grandi avec le FC Barcelone et tout le bonheur que l'équipe de Barcelone m'a donné avec Messi, etc., je verrais bien ça de façon intéressante. Mais moi, tout en ayant grandi avec le FC Barcelone, je ne peux qu'être admiratif de quelqu'un comme Benzema, d'un point de vue décolonial. Parce que même s'il soutient une équipe que je déteste, le Real Madrid, je ne pourrais jamais supporter, mais je n'oublierai jamais en tant qu'indigéniste le 2 poids 2 mesures dans lequel individuellement il a dû se forger l'une des meilleures carrières de l'histoire du foot. Encore maintenant aujourd'hui. Maintenant. Donc quand je vois Benzema avec ce maillot français marquer un but, il y a un truc à l'intérieur de moi qui me dit voilà, il l'a fait, quoi. Il leur a mis bien profond. Et donc il y a ce truc où donc du coup, pour moi soutenir l'équipe de France, il faudrait qu'il y ait un maillot translucide dans lequel il y aurait, je sais pas, un tatouage où je pourrais lire l'histoire de chacun, d'où il vient. Et alors à ce moment-là, d'office, voilà, un Bouffal, avec son parcours, oui, je suis avec lui à 200%. Un Benzema, oui, je suis avec lui à 200%, en fait. Mais c'est juste... Un Giroud. Un Giroud, non. En tant que joueur, oui. Je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est pas de sa faute. Le problème, c'est qu'il a beau faire ce qu'il veut, il est trop bon, donc il sera toujours récupéré. Et donc, le mec, il y a comme une sorte d'innocence blanche quand il marque à son corps défendant. Il marque, donc ça, il va être récupéré. C'est mort, quoi. Et donc, lui, il est d'un point de vue décolonial, il est coincé à être la caution blanche française. Donc je ne peux pas, d'un point de vue belge, soutenir la France, mais si le maillot me permettait de voir le parcours de ses frères et sœurs, alors à ce moment-là, d'office que c'est la France. Parce que quand je les vois jouer, je vois des parcours qui sont les miens et qui me ressemblent, quoi. Ce que j'aurais aimé trouver par rapport à la Belgique. Mais bon, ça, la Belgique, on n'est pas un pays qui a l'habitude de gagner. On a un pays qui a l'habitude de profiter. Vous avez l'habitude de perdre, surtout. Perdre le Congo et perdre contre la France. Écoutez, on va s'arrêter là parce que je suis KO et demain on doit se lever très tôt pour préparer le. Baf ? Non, j'allais rien dire. Ouais, pour préparer l'émission. On pas le temps de faire des raids, donc on va juste déconnecter et demain il ne faudra pas qu'on oublie la cagnotte pour pouvoir la communiquer aux gens. Merci le monteur, merci à tous et à bientôt. Merci.